bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez prenante qui nous emmène à l'île Maurice au tout début du XXe siècle. On va suivre un peu le parcours de la communauté chinoise, mais à travers un roman. Aventure chinoise à Maurice, une saga familiale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, enfin les extraits qu'on a, montrent bien que l'auteur s'est beaucoup inspiré de sa propre histoire familiale. Apparemment, des récits de son père. Donc on n'est pas dans un manuel d'histoire pure et dure, c'est une fiction, mais avec des racines très réelles, très vécues. Notre idée ici, c'est de décrypter ensemble le parcours de ce jeune homme, Ah Chung, un immigrant chinois, et on va voir qu'il fait face à d'énormes défis. Et comment son histoire perso, eh bien, elle nous éclaire sur la contribution plus large et souvent un peu oubliée de cette communauté à Maurice. L'auteur lui-même y parle d'expériences humaines édifiantes, touchantes. Il veut les sauver de l'oubli. Alors, on y va. Le point de départ, c'est la Chine. Début du XXe siècle. Grosse période de trouble là-bas, non? Ça pousse les jeunes à partir, à chercher fortune ailleurs. Et Ah Chung, il est dans ce mouvement. Il a une raison bien précise d'espérer, lui. Son père est déjà à Maurice. Et il a réussi, il a monté un magasin qui tourne bien. L'objectif, c'est de le rejoindre. Oui, c'est ça l'idée de départ. Sauf que le tableau est tout de suite assombri par une tragédie. Ce père, qui réussissait bien, il meurt. Du paludisme, qui était vraiment un fléau à Maurice à cette époque. Et ça, c'est avant même qu'il ait pu faire venir sa femme et ses enfants. Un coup dur. Terrible, oui. Et du coup, c'est l'oncle d'A Chung, le frère du père, qui reprend le magasin, les affaires. C'est ce décès et cette nouvelle situation avec l'oncle qui vont vraiment déclencher le départ d'A Chung et de ses frères. On imagine l'état d'esprit, le deuil, l'incertitude, mais quand même l'espoir de trouver ce soutien familial en arrivant, non? Certainement, oui. Ils partent pour rejoindre la seule famille qui leur reste sur place, et puis sans doute aussi pour savoir ce qu'il advient de l'héritage de leur père. Et le voyage? Les sources disent « moult péripéties ». Ça sonne un peu vieux comme expression, mais ça suggère un trajet compliqué. Oui, on imagine un voyage long, éprouvant sur ces bateaux. Les détails manquent, mais ça pose déjà l'ambiance d'une épreuve, avant même d'arriver. Et l'arrivée alors? C'est le soulagement. Eh bien non, justement, c'est plutôt le choc. Une réalité vraiment brutale. Les frères découvrent que l'oncle, il ne les attend pas du tout, les bras ouverts. Ah bon? Pas du tout. Il s'est approprié le magasin, légalement, précise le texte. Et il refuse net de les aider. Mais comment c'est possible? S'approprier légalement? Ça veut dire qu'il a profité de la situation, de l'éloignement peut-être. C'est ce que ça suggère, oui. On n'a pas les détails juridiques, mais on peut imaginer. Peut-être des papiers signés à la hâte, la méconnaissance des lois locales par la famille en Chine, ou des dettes cachées, qui sait. Le texte insiste surtout sur le résultat et sur comment c'est vécu par Ah Chung. Une terrible trahison familiale. C'est pas juste l'argent, c'est le lien de confiance brisé, le lien du sang. Surtout quand on arrive comme ça à migrant sans rien. La famille, c'est censé être le seul filet de sécurité dans ces cas-là. Exactement. Et là, non seulement il n'y a pas de filet, mais c'est la personne sur qui il comptait qui les repousse. Et la conséquence, elle est directe et dramatique. L'oncle les jette à la rue. L'expression est forte quand même. Oui, c'est un abandon total. On imagine ces jeunes, après le voyage, peut-être encore sous le choc du deuil, se retrouver sans toit, sans argent, sans personne, dans un pays inconnu. Ils ne parlent sans doute pas la langue. Le créole mauricien, le français, l'anglais, c'était quoi la langue principale pour s'en sortir à l'époque? Un peu tout ça, justement. C'était déjà très mélangé. Mais pour eux, arrivant de Chine, sans contact, ça devait être une barrière énorme. C'est un vrai traumatisme dès le départ, ça va forcément le marquer. Il perd tout en fait. L'héritage matériel, mais aussi le soutien moral, le réseau. Tout à fait. Le capital social et émotionnel, comme on dirait aujourd'hui. Essentiel pour démarrer. Et Ah Chung se retrouve dépité, dit le texte. Bon, dépité, c'est peut-être un peu léger pour décrire ce désespoir, non? Il n'a même pas de quoi rentrer en Chine. Non, il est coincé. Pris au piège à Maurice. La seule option, c'est rester et se débrouiller. Et c'est là que commence son difficile parcours. Il doit trouver sa place ou d'abord juste survivre dans cette joyeuse population polyethnique de Maurice. Jolie formule, mais ça cache sûrement des difficultés, ça aussi. Ah oui, c'est très complexe. Maurice, à cette époque, c'est une vraie mosaïque. Descendants de colons français, la communauté créole, les travailleurs indiens venus pour le sucre, et puis ces nouveaux arrivants comme les Chinois, souvent du sud de la Chine d'ailleurs. Qui essayait de se faire une place dans le petit commerce, c'est ça?
Principalement, oui. S'intégrer là-dedans sans argent, sans réseau, sans parler la langue au début, c'est un défi colossal. Et le récit donne quelques étapes de ce parcours. On apprend qu'il se convertit au christianisme. C'est un choix majeur, ça, non? Oui, c'est très significatif. Ça peut être une conviction profonde, bien sûr, mais dans un contexte migratoire, ça peut aussi être lié à des rencontres, à un besoin de soutien. Oui, une stratégie d'intégration peut-être, hein. Adopter certains codes pour mieux s'insérer. C'est possible aussi. Les institutions religieuses offraient parfois une aide matérielle, des écoles. Ça peut être un mélange de tout ça. Mais clairement, c'est une étape importante dans son adaptation à cette nouvelle vie. Ensuite, il se marie. On ne sait pas avec qui d'ailleurs. Non, le texte ne le précise pas. Mais le mariage, ça marque un ancrage, une volonté de construire quelque chose sur place. Et puis il y a cette lente ascension professionnelle et sociale. Donc il s'en sort, petit à petit. Il remonte la pente. Lent ascension, ça souligne bien la persévérance qu'il a fallu, partir de la rue, littéralement, et réussir à bâtir une vie, un foyer, un travail, même modeste, ça demande une énergie folle. C'est un peu le parcours classique de l'immigrant qui réussit à force de travail, mais dans des conditions de départ vraiment terribles. Exactement. C'est la résilience à l'état pur. Mais parce qu'il y a un mais. L'histoire ne s'arrête pas sur cette note positive. Le récit parle aussi d'une rapide déchéance. Et la cause est nommée, l'addiction au jeu. Oui, et c'est ça qui rend l'histoire si humaine, si complexe. Ça évite le portrait trop lisse du héros qui réussit contre tout. Le succès est fragile en fait. Très fragile. L'addiction au jeu, c'est une faille personnelle, une vulnérabilité qui vient tout compliquer ou même tout détruire. C'est une autre lutte, intérieure cette fois, qui s'ajoute à toutes les autres. Ça montre bien que les défis ne sont pas que sociaux ou économiques. Non, ils sont aussi psychologiques, intimes. Et le texte ajoute cette remarque, un peu délicate je trouve. Beaucoup de Chinois sont connus pour être des flambeurs incurables. C'est présenté comme ça dans le récit. Comment on prend ça? C'est un stéréotype, non? Oui, absolument. Et il faut être extrêmement prudent avec ça. C'est clairement un stéréotype. Dans le roman, cette phrase sert peut-être à, à donner un contexte à la chute d'Achong. Peut-être en écho à des idées reçues de l'époque, ou même au sein de la communauté, qui sait. Mais il ne faut surtout pas généraliser. Ah non, surtout pas. Le jeu pathologique, ça touche toutes les origines. Ici, c'est un ressort dramatique lié au personnage. Peut-être qu'il y avait une pression sociale particulière, une tentation plus forte dans son environnement, on ne sait pas. L'important, c'est de voir comment ça le brise, lui, personnellement. Ça ajoute du tragique, de la complexité. Ça le rend faillible, réel. Et cette déchéance, ça aurait pu être le point final de son histoire, l'image qu'on garde. Mais non. Il y a un autre regard qui entre en jeu, celui d'Emma, sa petite fille. Oui, Emma est clé. Elle représente la génération d'après, celle qui hérite de l'histoire et qui la réinterprète. Elle voit autre chose chez son grand-père. Elle perçoit ses qualités exceptionnelles, dit le texte. Comment? En accédant à ses pensées intimes, ses sentiments face à l'adversité. C'est une vision très empathique. Tout à fait. Une vision qui cherche à comprendre au-delà des faits bruts de la déchéance. Et les qualités qu'elle retient, ce sont lesquelles? Le respect, la tolérance, la résilience et le courage. C'est intéressant, ce ne sont pas des qualités liées au succès ou à l'absence d'erreur. Non, au contraire. Ce sont des qualités qui se révèlent dans l'épreuve, malgré les failles. C'est ça la force de la mémoire familiale, de la transmission. Emma ne nie pas les problèmes, l'addiction. Non, mais elle choisit de mettre en avant les forces morales, la capacité à endurer, à rester digne, à être tolérant dans un contexte difficile. Elle transforme l'image d'Achung. Il n'est plus juste une victime ou un homme brisé par le jeu. Il devient un modèle de vertus humaines. En quelque sorte, oui, un modèle de résilience. Ce que ça montre, c'est que la mémoire familiale est une construction. On choisit ce qu'on transmet, ce qui nous semble édifiant pour reprendre le mot de l'auteur. On transmet des valeurs, même si la vie de l'ancêtre a été compliquée. Cette histoire personnelle est donc très forte, mais l'auteur s'en sert aussi comme toile de fond, c'est ça, hein, pour parler de quelque chose de plus large. Exactement. L'histoire d'Achung, avec ses hauts et ses bas très marqués, elle devient le symbole d'une expérience collective. Le roman veut montrer, à travers lui, la contribution précieuse, mais méconnue, des immigrés chinois au développement de Maurice. On passe du personnel à l'historique, au social. Tout à fait. Précieuse mais méconnue. Pourquoi méconnue? L'histoire officielle oublie certaines communautés? C'est fréquent, oui. Surtout dans des sociétés postcoloniales, multiculturelles.
L'histoire est souvent écrite par les groupes dominants ou elle se focalise sur les grands événements nationaux. L'indépendance, l'industrie sucrière. Voilà. Et les contributions plus discrètes du quotidien, des minorités, elles restent dans l'ombre. Les Chinois à Maurice arrivaient plus tard, souvent dans le petit commerce. Là, la boutique Sinois, c'est une institution là-bas. Mais leur rôle global est moins visible, moins célébré. Peut-être moins documenté et moins mis en avant que celui d'autres groupes plus nombreux ou installés depuis plus longtemps. Et c'est là que la littérature, même un roman, a un rôle à jouer. Pour combler ces trous dans la mémoire. Oui, exactement. En donnant vie, en donnant une chair et une âme à un parcours individuel comme celui d'Achong, le roman éclaire ces facettes méconnues et fascinantes de l'histoire collective. Il rappelle que le pays s'est construit avec tout le monde. Voilà, avec le travail, les luttes, les adaptations de toutes les communautés. Raconter Achung, c'est rendre hommage en fait à tous ces migrants chinois anonymes qui ont participé à construire Maurice. Avec leurs succès, leurs échecs, leur résilience. Ça donne de l'épaisseur humaine à l'histoire. C'est fou comme une histoire si personnelle peut ouvrir sur tant de choses. Si on résume rapidement, on a suivi Achung, l'espoir initial en Chine, puis la trahison terrible de l'oncle à Maurice, sa lutte pour s'en sortir, repartir de zéro, sa conversion, son mariage, sa progression lente. Puis la chute, brutale, à cause du jeu. C'est ça. Et enfin, cette forme de rédemption, ou en tout cas cette relecture admirative par sa petite fille Emma, qui retient le courage, la résilience. Et tout ce parcours individuel qui sert de miroir à l'histoire collective de l'immigration chinoise à Maurice, une contribution discrète mais bien réelle. C'est une très bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion à laisser un peu en suspens. Oui. Finalement, qu'est-ce que ces récits familiaux, qu'ils soient bruts ou romancés comme ici, nous apprennent vraiment sur l'expérience de la migration? Eh bien, je crois qu'il nous montre surtout à quel point cette expérience est complexe, nuancée. Elle ne rentre pas dans les cases, dans les clichés, ni le cliché du succès total et facile, ni celui de la misère absolue. C'est toujours un mélange. Toujours. Un mélange de force et de faiblesse, de joie et de peine, de construction et parfois de destruction. Ce n'est jamais une ligne droite. Et la question qui se pose alors, c'est quelle est la valeur pour nous, aujourd'hui, de nous souvenir de toute cette complexité? Pas juste des réussites économiques, des contributions visibles. Mais aussi des trahisons, des addictions, des moments de désespoir, des adaptations culturelles difficiles. Peut-être que c'est en reconnaissant ces histoires humaines dans leur intégralité, avec leurs ombres et leurs lumières, qu'on comprend vraiment ce qui fait une société multiculturelle. Comment on fait pour préserver ces mémoires complexes, sans les simplifier à outrance, pour qu'elles restent édifiantes et touchantes, comme le voulait l'auteur? C'est sans doute un défi permanent, oui, pour toute société qui veut regarder son passé en face pour mieux construire son avenir. C'est une question importante à garder en tête, je pense.